On va passer à la table ronde syndicale, parce qu'en fait, on ne mène pas ce combat tout seul. En fait, nous menons ce combat avec l'ensemble des syndicats qui représentent les internes, et notamment la Fédération nationale des syndicats d'internes de pharmacie et de biologie médicale, la FNICPBM, l'intersyndicale nationale des internes, l'ISNI, et aussi le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants Réagir. Et nous avons l'honneur de les recevoir aujourd'hui pour un temps d'échange sur nos perspectives de lutte à venir. Et j'invite donc Olivia Fregnault, présidente de l'ISNI, Florence Guillotin, présidente de la FNICPBM, Élise Frey, présidente de Réagir, et Raphaël Prénaud, notre président à l'ISNARI-MG. Et je vais vous demander d'intensifier ce tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Pour elles et eux. Pour organiser cet échange, je vous propose de nous structurer en 4 parties. Le temps de travail, les gardes, les risques psychosociaux et la liberté d'installation. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer sur celui du temps de travail? Merci Olivia. Merci Théophile. Écoute, on a quand même beaucoup parlé et effectivement aujourd'hui l'enjeu principal qu'on a sur le temps de travail finalement c'est d'abord de faire respecter la loi. C'est quand même assez dingue de se dire qu'aujourd'hui les enjeux majoritaires des syndicats ce sont de faire respecter la loi, mais en fait c'est ça la vérité, c'est qu'il y a des tas de textes de loi et que si déjà ils étaient respectés, probablement notre quotidien serait moins compliqué. On est tellement occupé à faire respecter la loi qu'on a même du mal à avancer sur des sujets novateurs et sur de nouvelles propositions. Et pour autant, on en a résumé plein sur lesquels on se retrouve et sur lesquels on continue d'avancer ensemble. Il y a le décompte horaire pour lequel on se bat bec et ongle. De temps en temps, on a des retours des tribunaux administratifs. Globalement, les mémoires de défense des CHU sont que c'est trop dur. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un mémoire de défense? En gros, quand notre action en justice auprès des tribunaux administratifs dit aux hôpitaux de nous prouver qu'ils doivent nous prouver qu'ils ont mis en place un décompte horaire du temps de travail. Spoiler, ils ne l'ont pas fait. Mais ils doivent quand même produire un mémoire de défense auprès du tribunal qui va du coup, pour éviter qu'ils soient condamnés à devoir payer une amende, notamment parce qu'ils n'auraient pas mis en place ce décompte. Et chaque jour de retard qu'ils auront à partir du moment où le tribunal va dire « vous devez le faire maintenant », c'est des sous en plus qu'ils doivent payer. Donc ils essayent de se défendre, ils ne peuvent pas trop, et donc ils sont... de très mauvaise foi et ils répondent des choses absolument dingues, notamment, non mais vous comprenez, c'est hyper compliqué pour nous de compter le temps de travail des gens. Bon, ils le font pour toutes les autres personnes qui travaillent à l'hôpital, mais pour les internes, ça coince. Du coup, voilà, il y en a même qui nous demandent des sous. Vraiment, ils sont nés, mais avant la honte, je vous promets. Bref, du coup, on essaye de travailler là-dessus, mais bon, on ne se repose pas sur nos lauriers. D'ailleurs, en début de semaine, il y a un joli décret du gouvernement qui est sorti. Il s'est passé 2 choses dans ma tête et dans la tête de tout mon bureau, je pense dans les vôtres aussi. C'est chouette, un décret sur le temps de travail, enfin, c'est trop bien, ça avance. Après, on a lu le décret, on a fait « Ah non !» En fait, ils ont demandé des trucs qui n'existent pas. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, dans la loi, c'est écrit que si le temps de travail n'est pas respecté, les directeurs généraux d'ARS doivent créer une commission pour retirer les agréments. Donc nous, on a le droit de la demander, et après, le directeur général de l'ARS, il fait ce qu'il veut. C'est ça le texte de loi, en fait. Et en fait, dans moins de 5% des cas seulement, il y a une suspension de l'agrément. Et les seules fois où c'est arrivé, c'est parce qu'on a saisi la justice, qu'on est allé dans la presse, qu'on a dit que par ailleurs, les internes y étaient maltraités, qu'ils se suicidaient, qu'il n'y avait pas de chef, enfin voilà. C'est jamais arrivé parce que le directeur général de l'ARS, il a eu du courage. Et le courage de respecter la loi, donc un courage modéré. Bref, donc le fait que ce nouveau texte dise « s'il a pris le courage de retirer un agrément de stage, alors il pourra envisager d'avoir le courage de faire payer les hôpitaux », autant vous dire que ce n'est pas demain que les hôpitaux vont payer. Donc on continue là-dessus, on continue de dire aussi que vouloir réduire le temps de travail c'est bien, mais il faut surtout faire en sorte que notre temps de travail à l'hôpital ce soit du temps de travail médical uniquement. C'est exactement le sujet qu'on avait hier, mais finalement, que ce soit en ville ou à l'hôpital, que ce soit en stage ou une fois installé, notre temps de travail médical, c'est
infime partie du travail qui nous incombe parce qu'on n'embauche plus de secrétaires, parce qu'on n'embauche pas d'aides-soignants, parce qu'on n'embauche pas d'infirmiers, et que les internes sont les bonnes à tout faire des services et les médecins installés sont les bonnes à tout faire de leur cabinet, de leur maison de santé pluriprofessionnelle. Enfin voilà, c'est dramatique et c'est aussi vers ça qu'on essaye d'avancer et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Tu veux peut-être prendre la parole. Merci Olivia. Florence, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de la situation particulière des internes de pharmacie et de biologie médicale sur la question ? Oui, effectivement, du coup, on représente les internes de pharmacie et biologie médicale qui sont médecins et pharmaciens. Et c'est vrai qu'on a un peu cette particularité d'être des spécialités un peu à part des autres spécialités médicales. Mais pour autant, en fait, on reste des internes et on a les mêmes problématiques que les autres internes. Donc évidemment, tout ce que vous avez dit avant, on l'a rejoint. On s'est joint à vous pour les recours parce qu'on porte les mêmes convictions et les mêmes problématiques. Il faut savoir que nous, on a une charge de travail excessive. On a 50% de nos internes qui nous disent qu'en fait, leur temps de formation, il est phagocyté par des tâches qui ne sont pas des tâches qu'ils devraient faire. Et on a quand même une majorité de nos internes qui nous disent qu'en sortant, ils se sentent pas prêts à être dans la vie active parce qu'en fait, toute une partie de leur internat est pris pour gérer des choses qu'ils n'ont pas à faire. Dans les laboratoires, dans les pharmacies hospitalières, le glissement de tâches, il va extrêmement vite. L'interne, il est ultra polyvalent, donc il peut absolument tout faire. Il peut faire coursier, il peut faire de l'enregistrement, il peut faire tout et n'importe quoi. Il peut aller faire un inventaire. Et du coup, on se retrouve avec des situations complètement aberrantes. On a certains CHU où ils ont mis une espèce d'astreinte d'interne de 16h à 21h. 16h, c'est l'heure à laquelle la tech de jour, elle part, et 21h, c'est la tech de nuit qui arrive. 16h, 21h, ça ne correspond à rien. Enfin, on ne peut pas le décompter, c'est pas une demi-garde, c'est pas une demi-astreinte, c'est rien du tout. Et nous, en fait, on est là en permanence on fait beaucoup de formations de nos représentants et de notre conseil d'administration au niveau local. On a un très gros ancrage au niveau local pour rappeler les instances à saisir dans ce genre de situation, pour contourner en fait nos coordonnateurs et les DG des CHU en passant par les ARS, en passant par les commissions d'agrément dont vous parliez, les commissions médicales d'établissement, pour rappeler qu'en fait, nous les internes, on ne peut pas juste être corvéable à merci et du coup faire tout et n'importe quoi, ce qui empêche notre formation. Donc voilà. Et du coup, en pharmacie et bio, on a beaucoup ces problèmes de glissement de tâches contre lesquels on lutte beaucoup, nous, en jouant vraiment énormément au niveau local et en aidant et en accompagnant nos internes pour essayer de faire entendre raison. Quitte à saisir au niveau de la DGOS et du ministère quand vraiment ça va trop loin et qu'on n'a plus de solution, pour éviter de mettre nos internes, parce que nous on reste énormément au CHU en plus, on change très peu de services, donc du coup c'est très compliqué au niveau local d'aller à l'encontre de coordonnateurs et des chefs de service. Donc nous on est là en appui pour justement éviter de mettre les internes en défaut face à leur chef. Voilà. Merci beaucoup. Élise, du coup, tu représentes les internes de demain, on va dire, les internes de médecine générale de demain. Oui, et il nous a semblé que dans ce qui sort des négociations conventionnelles, on prévoit encore nous augmenter notre temps de travail juste après. C'est à peu près ça ? Oui, alors je vais déjà nous représenter parce que je dois avouer que voilà, nous ne sommes pas un syndicat d'interne, nous sommes après, nous sommes le syndicat au carrefour du début d'exercice puisqu'on représente les remplaçants, les installés depuis moins de 5 ans et les chefs de clinique de médecine générale, c'est-à-dire ceux qui débutent l'activité universitaire. Donc, déjà, je voulais vous dire que moi, j'étais interne au temps où vous avez obtenu le temps de travail de 48 heures. Et je peux vous dire que c'était ma dernière année et que j'ai vu la différence. Donc, merci rétrospectivement. Ensuite, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je commence par la bonne. Après l'internat, c'est quand même mieux. Mais la mauvaise, c'est que le combat continue. Et je vais vous dire un petit peu en quoi Réagir s'engage sur différentes valences, en effet. Alors, j'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit sur le temps de travail et je suis frappée par la qualité de vos combats à tous, vraiment. Nous, en fait, il y a une chose que je n'avais pas pensé avant cette table ronde, mais c'est la formation. Et donc, je vais commencer par ça pour les remplaçants.
en libéral. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis octobre 2021, l'agence du DPC, qui est quand même celle qui permet de faire pas mal de formations indemnisées pour les médecins en libéral, a décidé que les remplaçants, du fait qu'ils n'étaient pas conventionnés avec l'assurance maladie, étaient exclus de l'indemnisation de ces formations DPC, qui sont une énorme partie du vivier de formation disponible. Ce n'est pas le seul, mais Réagir déjà fait un fort bras de fer, d'une part avec l'agence du DPC, dont la directrice est Madame Lenoir-Salfati, je la salue au passage, et en fait aussi avec l'assurance maladie dans le cadre des négociations conventionnelles, puisque si elle dit que seuls les praticiens conventionnés peuvent avoir accès aux formations DPC et donc remplir, grâce à ça, une partie de leur formation triennale, de leur obligation triennale, alors c'est simple, conventionnons les remplaçants. Donc ça, c'est le grand combat de Réagir pour les négociations conventionnelles. Du côté des universitaires, une brève incursion aussi. Donc nous, là, nous représentons les chefs de clinique et les assistants universitaires. Effectivement, ils sont aussi impliqués dans les commissions d'agrément avec les ARS et eux reçoivent en tant que tuteurs, en tant que maître de stage ou en tant que directeur de thèse ou membre du DMG, les plaintes ou les remontées de certains stages qu'ils essayent aussi de nous dire, enfin, c'est pas vraiment à nous qui parlent, c'est plutôt d'abord à leur DMG, mais nous, pour avoir un collège des jeunes universitaires dans notre syndicat, effectivement, on est tout à fait au courant de ces problématiques-là et on est conscient de l'importance que ça a pour améliorer la formation. Là où, pour la 4e année, Réagir a été extrêmement inquiet, c'est sur la qualité d'encadrement de stage et aussi l'encadrement universitaire, car comme vous le dites, les DMG n'assurent pas encore assez de journées de formation et ont beaucoup de mal pour l'encadrement des thèses. Ça, c'est parce qu'en fait, donc nos chefs de clinique, nos assistants universitaires de médecine générale ne sont pas assez nombreux et croulent eux aussi sous le temps de travail parce qu'il y a trop d'internes à prendre en charge pour un nombre trop restreint de chefs de clinique, d'AUMG et de membres du DMG. Donc ça aussi, c'est un de nos combats, d'augmenter les effectifs de la spécialité. Et enfin, pour les médecins installés, ce cortège de mauvaises nouvelles, je suis désolée. Lors des négociations conventionnelles, effectivement, on a vu apparaître le contrat d'engagement territorial. Donc ça, à l'heure actuelle des négociations, je prends des pincettes parce que rien n'est figé dans le marbre, mais en gros, on sent une forte incitation à travailler plus. Pas forcément pour gagner plus d'ailleurs. Donc c'est s'engager dans la PDSA, ouvrir le samedi matin, augmenter sa patientèle. Donc finalement, quand on regarde, on se dit mais attends, vous pensez qu'on fait quoi là, nous les installer? En fait, moi je vais vous le résumer, à l'heure actuelle, je suis ma propre assistante médicale. Je suis installée depuis presque 5 ans. C'est bien de proposer davantage de personnel, de solutions, mais si on n'a pas les locaux, on est bloqué. Et si on travaille déjà, excusez-moi, mais du matin au soir, ça va être un peu compliqué de faire plus. Donc le combat de Réagir, c'est aussi ça, c'est de montrer ce que le terrain fait déjà, c'est de défendre ce que nos collègues font remonter du terrain, de proposer des solutions constructives et aussi d'expliquer, là en l'occurrence à la CNAM, pourquoi certaines de leurs revendications sur le papier c'est joli, mais qu'il faut laisser faire le terrain et valoriser ce qui se fait déjà tout en encourageant à améliorer ce qui est encore perfectible. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Raphaël, du coup, tu veux rajouter quelque chose? Je t'ai complètement coupé l'herbe sous le pied, mais on a encore des choses dans notre besace sur le temps de travail. Je vais t'en vouloir longtemps. Non, on parlait des sanctions tout à l'heure, notamment avec Olivia, et notamment du décret qui est sorti il y a 2 jours. Je voudrais quand même faire un constat, c'est que, on le sait, les services qui mettent en danger les internes, on les connaît. Tout le monde le sait, les universitaires aussi, et pour autant, ils ne sont pas fermés, parce que trop souvent, c'est des stages où on dit c'est trop gros, on ne peut pas enlever les internes, parce que sinon, le service ferme. Et en fait, c'est pour ça que nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait des sanctions financières qui soient faites contre ces services-là, même s'il y a encore des internes dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre la suspension ou la suppression de l'agrément de stage pour qu'on leur dise « mettez la main à la poche parce que vous ne respectez pas la loi ». Et là où le décret d'il y a 2 jours, il est complètement inapplicable, c'est qu'il demande que les stages soient déjà fermés avant de parler de sanctions financières. Donc ça ne sert à rien. En plus de ça, dans le décret, il demande à ce que ensuite, une fois qu'il y a eu des mesures de prise,
une fois que le stage a été fermé, qu'on a parlé de sanctions financières, on réévalue ce qui a été mis en place pour que le temps de travail des internes soit respecté. Sauf que par définition, il n'y a plus d'internes dedans puisqu'il n'y a plus d'agrément. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on dit à des stages qui ont été fermés pour non-respect du temps de travail, c'est bon, vous avez payé votre amende et vous pouvez récupérer des internes. Enfin, pour nous, c'est inacceptable. Voilà. En plus, tout ça, ça a abouti, ça a été un travail très long. Il faut savoir que les sanctions financières, c'était un engagement d'Olivier Véran pendant le Sécure de la Santé en 2020. Et il y a eu un groupe de travail avec la DGOS qui a été très lent, très très lent. Il a abouti à des conclusions. J'étais même pas encore au bureau de l'ISNAR-IMG, c'est pour vous dire. Et il a abouti à un décret il y a 2 jours qui est inapplicable. Donc on va continuer de se battre. Théophile en a beaucoup discuté tout à l'heure sur les leviers d'action. Et vous pouvez compter sur nous tous pour le faire. Dernière petite chose concernant le temps de travail qui est important pour moi aussi à préciser. Théophile a parlé du bornage des demi-journées. Pour nous, ce qui est inenvisageable, c'est des internes qui commencent à 9h et qui finissent à 21h. On leur compte 2 demi-journées de travail. On se compte 1 heure de pause le midi quand on est gentil. Dans les faits, on a bossé plus de 11 heures dans la journée. Et notamment l'après-midi, on a bossé 7 heures de rang. Pour nous, ce n'est pas possible non plus. Ce qu'on demande, c'est une durée maximale d'une demi-journée. C'est-à-dire que pour nous, un interne qui a travaillé plus de 5 heures consécutives, ça doit être compté comme 2 demi-journées de temps de travail. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a des services qui usent et abusent de ça pour faire des demi-journées à rallonge aux internes et leur dire que s'ils ont travaillé 14 heures dans la journée, c'est quand même que demi-journée. 2 demi-journées. Donc voilà, ce sera un vrai axe et un vrai portage important pour l'ISNAR-IMG pour les mois à venir. Merci Raphaël. Quelque chose qui va nous permettre d'enchaîner sur les gardes, c'est petit quiz pour vous. Ou peut-être quelqu'un peut l'hurler dans la salle si vous avez la réponse. À partir de quelle heure on ne peut plus travailler sans être en garde? À partir de quelle heure maximale une garde commence? Est-ce que vous le savez? C'est dans la loi, je vous assure. 18h30, c'est l'heure minimale à laquelle une garde peut commencer. Là, je vous demande l'heure maximale. Il n'y a pas d'heure? Infini. Est-ce que vous le savez, vous? Ouais, normalement. Pardon, c'est un peu théâtral. Normalement, un interne, on ne peut pas finir une journée de travail après 21h sans être considéré en garde. Et c'est d'ailleurs un combat hyper important de l'ISNAR-IMG sur lequel on a obtenu une victoire très importante il y a quelques années, 2020, c'est les demi-gardes. Parce qu'avant, et on le voit dans de nombreux stages d'urgence, quand on faisait un 10h, 22h, un 13h, 1h du matin, un 16h, minuit, il n'y avait pas d'horaire de nuit de comptabilisé. On n'avait pas de rémunération complémentaire au salaire de base alors qu'on travaille sur des horaires de nuit. Et en 2020, on a donc obtenu la possibilité de diviser la garde en 2 demi-gardes. Et tout horaire qui finit après 21h, c'est précisé dans la réglementation, ça doit faire valoir une indemnité de demi-garde. Donc c'est vraiment très important. En plus de ça, il y a un repos de sécurité de 11 heures qui est appliqué. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple personnel, quand j'étais en garde aux urgences du CHU de Nantes et que je faisais un 13h, 21h, je faisais un 13h, 1h du matin, j'avais pas le droit de travailler le lendemain matin. Et ça, c'est important parce qu'avant la création des demi-gardes, c'était pareil, des choses qui étaient imposées aux internes. Ils finissaient à minuit et à 8h, c'est dans le service. Donc c'est hyper important. Si vous voulez poursuivre sur la suite, avant que je monopolise la parole, ce serait une bonne chose. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite ajouter quelque chose sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les gardes? À mon tour de monopoliser la parole, c'est ça? Très bien.
Non, sur le travail des gardes, on a déjà très nettement parlé tout à l'heure. Il y a cette histoire de repos compensateur et notamment de repos pré-garde. Tu citais ton cas personnel. Moi, je suis urgentiste. Et en médecine d'urgence, on a quand même de plus en plus la chance d'avoir des services qui, aux urgences, fonctionnent, soit vous faites que la garde, soit vous faites que la journée, mais vous ne faites pas les deux. Alors c'est pas le cas évidemment quand vous êtes en stage dans un service autre et que le soir vous venez faire votre garde aux urgences, mais en tout cas quand vous êtes aux urgences, et a fortiori dans les terrains de stage où sont les internes de médecine d'urgence, ça fonctionne de plus en plus comme ça. C'est pas vrai partout, il y a des exceptions, etc. Mais voilà. Et donc c'est évidemment quelque chose auquel je crois, parce que j'ai vu la différence entre mes gardes de 24 heures et mes gardes de 14 heures, et vraiment j'ai pas la même force vive à la fin de ma garde, ni le lendemain d'ailleurs. Mais en plus, au-delà de ça, il y a quand même une réglementation européenne là-dessus. Tu citais le Canada, mais en fait, sans aller aussi loin, dans toute l'Europe, c'est interdit. C'est-à-dire que les seuls pays d'Europe dans lesquels c'est pas appliqué, c'est la Turquie et l'Ukraine. Ils sont en guerre. Non, mais franchement, c'est désastreux de se dire que les seuls pays où c'est pire que nous, c'est des pays en guerre. Tous les autres pays d'Europe, ça se passe mieux. En Angleterre, il y a 2 ans, un médecin a été condamné à faire de la prison parce qu'il a travaillé 24 heures d'affilée. Nous, quand on fait que 24 heures, on est content. Non mais, bon, les combats ne sont pas les mêmes. Mais du coup, il y a déjà des textes. Sauf que la loi européenne en France... non, je ne veux pas le dire. Mais globalement, on n'en fait pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Et on est toujours un des... C'est marrant parce qu'on est soi-disant attaché à l'Europe, on est un des pionniers, et finalement, c'est les lois dont on s'occupe le moins, et qui pourtant nous protégeraient sacrément bien. Donc, il y a bien sûr ça. Il y avait une question aussi tout à l'heure dans la salle, je suis désolée, je ne sais plus de qui c'était, qui parlait de l'intérêt pédagogique des gardes. Et ben c'est clair qu'il y a plein de gardes qui ne servent pas à grand-chose, et qui probablement mériteraient d'être évalués à part entière, d'avoir peut-être leurs propres agréments, peut-être qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé, et sur lequel on peut franchement travailler, c'est de se dire que normalement, les gardes qui ne sont pas faites dans votre service, ben c'est sur la base du volontariat. Alors le texte de loi n'est pas hyper clair, probablement qu'il faudrait qu'on travaille à sa réécriture pour être sûr que ça ne jouerait pas contre nous, mais peut-être qu'en fait l'enjeu pour les gardes d'internes, c'est de se dire de réinventer un système dans lequel les gens font des gardes dans des services et dans des secteurs dans lesquels ils sont, parce que c'est cohérent avec leur stage, avec leur formation, plutôt que de leur imposer des gardes systématiquement aux urgences, et c'est une urgentiste qui vous le dit, hein, franchement, filmez ça, qui ne va pas forcément leur apporter quelque chose. Ça n'a pas un intérêt pour tout le monde, pendant tout son internat, d'aller faire de façon systématique des gardes aux urgences, pour en plus ne pas toujours y être bien reçu, bien traité et bien formé. Bon, je pense que demain, j'ai plus de poste nulle part. Mais en tout cas, je pense que ça aussi, c'est un des enjeux. C'est un des sujets sur lesquels on doit continuer de travailler ensemble parce que, en fait, comme chacun des sujets qu'on a choisis là, c'est des combats communs qu'on a et qu'on porte tous ensemble. Et je pense que c'est ça l'enjeu, de se dire qu'il faut faire en sorte que chaque garde que réalisent les internes, parce que la continuité des soins, il y en aura toujours, à l'hôpital, en ville, etc. Mais faire en sorte que ce soit correctement payé, qu'on en soit correctement protégé, que les patients n'en meurent pas, accessoirement, et enfin que pédagogiquement, ça ait un intérêt. Et aujourd'hui, on coche aucune case. Merci Olivia. Et du coup, je vais demander, Florence, sans doute, mais où sont les internes de pharmacie et de biologie médicale pendant les gardes? Et quelles sont vos difficultés à vous, en fait? Alors, c'est marrant que tu parles des gardes aux urgences qui seraient faits que par des urgentistes et pas par d'autres spé, parce que nous, typiquement, nos gardes, que ce soit en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière, il n'y a que les internes de biologie médicale et que les internes de pharmacie hospitalière qui les font. Oui, et du coup, ce qui fait qu'on a des pools de garde qui sont souvent extrêmement réduits. On ne peut pas aller chercher des internes ailleurs. Et donc, on se retrouve à faire énormément de gardes. Et un des problèmes qu'on a, c'est la polyvalence dont je vous parlais tout à l'heure. Un interne en biologie médicale, typiquement, la nuit, il va gérer la biochimie, l'hématologie, la microbiologie, sachant que c'est à chaque fois des sous-spécialités, l'hémostase, la cytologie, la bactério, la viro, la parasito. Si un interne ne peut pas faire sa garde, la loi dit on prend un senior pour la remplacer.
Sauf que mon senior qui fait de la biochimie depuis 30 ans, il est incapable de lire une lame de sang. Donc si l'interne ne fait pas sa garde, il faut 5 seniors pour remplacer un interne. Et donc ça ne va pas. Non pas... Mais donc, quand vous vous mettez en grève, ça va être un beau bazar, du coup. Oui, ça n'a pas trop plu la dernière fois qu'on l'a fait. Parce qu'effectivement, ils ont été obligés de... Et alors, la deuxième chose qu'on a, c'est que nous, les internes, on n'a pas forcément... On nous fait faire toutes les tâches, pas forcément celles qui correspondent à notre profession et à notre formation. Donc, non seulement on a besoin de beaucoup de chefs, mais en plus, la plupart de nos chefs ne sont pas habilités, ne font pas ce qu'on fait, en fait. Une chef de bactériologie, en fait, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas ensemencé une géleuse. Donc, bon, on peut la faire venir. Pardon. On n'a pas entendu, excuse-moi. Une chef de bactériologie, elle sait très bien faire de la bactério, mais par contre, tout ce qui est technique et ensemencement de gélose, par exemple, ou gestion, eh ben, elle ne saura pas le faire. Donc, en fait, nos seniors, non seulement, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'on fait, je ne dis pas qu'on est forcément débordé, mais c'est juste qu'on est vraiment extrêmement polyvalent, mais en plus, ils n'ont même plus la formation, parce qu'on ne fait pas en garde ce pourquoi on est censé être formé. Donc, quand vous parlez de pédagogie et d'intérêt pédagogique de nos gardes, nous, la plupart du temps, nos gardes, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt pédagogique. Et en pharmacie hospitalière, c'est un peu pareil. La nuit, on se retrouve à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt pédagogique. Souvent, des fois, on pallie au manque d'organisation ou à la désorganisation globale de l'hôpital parce qu'il y a des choses qui sont faites la nuit qui ne devraient pas, qui ne relèvent pas de l'urgence, mais on est quand même obligé de les faire parce que c'est comme ça. Typiquement, des services de neurologie qui vont envoyer toute leur ponction lombaire en fin de journée, on va se retrouver à devoir les faire sur nos gardes, alors qu'en fait, c'est pas de l'urgence, ça aurait dû être fait en journée. Et donc, on pallie à tout ça. Et un dernier problème qu'on a, en bio et en pharmacie hospitalière, on est tout seul dans notre pharmacie, on est tout seul dans notre laboratoire. Alors, c'est très triste parce que c'est long et qu'on peut parler à personne, mais c'est surtout qu'au niveau de la sécurité, c'est hyper embêtant, notamment en pharmacie hospitalière où il y a des patients qui peuvent venir chercher des médicaments toute la nuit à la pharmacie, avec des locaux qui des fois ne sont pas sécurisés, des portes qui s'ouvrent alors qu'elles ne devraient pas s'ouvrir, et donc des internes qui se retrouvent seuls face à des patients ou à des gens qui rentrent dans les laboratoires ou dans les pharmacies, ou si l'interne fait un malaise ou quoi que ce soit, en fait il est tout seul. Et nous on mène vraiment un combat pour qu'il y ait des bracelets de sécurité, des choses comme ça qui soient mises en place, que les chambres de garde soient rapprochées également des laboratoires et des pharmacies hospitalières pour pas qu'il y ait besoin de marcher dehors pour aller à sa chambre, qu'on soit rattaché également au service nourriture de l'internat, parce que des fois ça vient pas jusqu'à chez nous. Et donc voilà. Donc nous, au niveau des gardes, voilà, on a vraiment ce côté de polyvalence qui nous pose problème, d'inutilité pédagogique souvent, et on se heurte au CHU qui nous disent oui mais en fait on ne sait pas quoi faire pour vous remplacer, en fait on ne sait pas qui on peut utiliser pour vous remplacer, donc on va continuer comme ça, et ça c'est un vrai combat qu'on mène et sur lequel on est très, très à cheval et qu'on espère aboutir un jour. Merci. Ça me permet de faire une incise. C'était tellement le n'importe quoi qu'il a fallu une instruction de la DGOS pour préciser qu'un interne en garde a le droit à un repas. Et il est précisé en quantité suffisante et de qualité satisfaisante. C'était pas clair avant. 2014. Je peux juste faire un rajout sur le repos pré-garde dont on a parlé tout à l'heure par rapport à une question qui a été posée dans la salle, notamment sur le manque de temps potentiel dans le service qui serait associé. Il y a quand même une notion qui est importante par rapport à ce qu'on défend à l'ISNAR IMG, c'est que pour nous, cette demi-journée de repos pré-garde, elle doit se faire sur la demi-journée au choix de l'interne, c'est-à-dire elle peut être le matin ou l'après-midi, c'est-à-dire soit je me lève plus tard, je fais une grasse mat, je commence mon service l'après-midi et j'enchaîne sur ma garde, soit je fais ma visite le matin, je vais faire une sieste ou je fais ce que je veux, et derrière je fais ma garde. Et qu'en plus de ça, ça doit être au choix de l'interne, c'est-à-dire qu'un interne qui veut absolument bosser 24 heures, s'il le veut, pourquoi pas. Par contre, ce repos pré-garde, il doit être un droit.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas le refuser à l'interne. Et ça, c'est important. Merci Raphaël pour cette précision. Et Élise, on t'a fait attendre, mais moi j'aimerais vraiment que tu nous parles du coup des gardes pour les jeunes généralistes, ça va nous arriver bientôt. On aimerait savoir à quelle sauce on va te manger. Oui, alors évidemment, quand vous êtes en garde en libéral, vous n'êtes pas interne, hein, donc vous n'avez pas de senior. Alors oui, ça va être plutôt quelque chose d'un peu informatif que je vais vous donner. Donc sachez qu'en libéral, vous êtes installé. Vous pouvez aussi faire des gardes quand vous êtes remplaçant. Dans ce cas-là, vous avez un contrat avec votre installé. Et sachez aussi que toute rémunération perçue pour les gardes, que ce soit les actes ou le forfait de garde pour le remplaçant, c'est 100% de rétrocession. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en acte de garde, en tant que remplaçant libéral, doit vous être intégralement reversé. Donc ça, c'est important que vous le sachiez, c'est aussi notre rôle de le promouvoir. Maintenant, comment ça se passe pour les médecins installés? Alors, en fait, les médecins libéraux, ils sont divisés dans les territoires. Il y a différents secteurs de médecins libéraux. C'est plutôt laissé à leur libre appréciation, mais ça doit quand même être un consensus entre les médecins de secteur sur qui y a dans quel secteur. Et ce secteur doit s'organiser sur la base du volontariat pour assurer ce qu'on appelle la PDSA, c'est-à-dire la permanence des soins ambulatoires. Et quand c'est comme ça, en fait, votre secteur soit peut choisir d'organiser la permanence de soins, de la déléguer à des organismes comme SOS Médecins qui font ça, et du coup de ne pas s'en occuper eux-mêmes, mais de passer la consigne aux patients qu'à partir de l'heure de la PDSA, qui est 20h, eh bien voilà, on peut appeler cet organisme, ou alors c'est eux-mêmes qui l'assurent. Et là, c'est extrêmement variable dans les secteurs de garde, parce qu'il y en a qui font que le début de nuit, c'est-à-dire de 20h à minuit, avec un forfait spécifique et les actes en plus. Il y a aussi des gens qui font de la nuit profonde, donc de minuit jusqu'à 8h du matin. Tout ça, c'est négocié à l'intérieur du secteur de garde. Et en fait, voilà, les solutions, elles sont théoriquement à trouver par les médecins des territoires, avec consensus. Mais effectivement, quand il n'y a pas vraiment de solution, théoriquement, l'ARS pourrait réquisitionner des médecins. C'est ce qui s'est passé dans mon territoire, à moi en Alsace, à Colmar, autour de Noël notamment. Et là, le rôle de notre syndicat, au sein de ces structures locales, c'est de participer au comité de pilotage des ARS pour bien vérifier que le territoire est bien maillé et que ça colle niveau PDSA pour pas que des confrères se fassent réquisitionner ou que ça arrive en charge supplémentaire dans le travail. Donc vous verrez qu'on touche du doigt l'organisation de nos cabinets et qu'en fait, c'est pour ça aussi que voilà, dans le contrat d'engagement territorial décrété, le médecin doit faire de la PDSA, mais ça ne se décrète pas, ça s'organise dans les territoires. Et je peux vous dire que ça suppose d'une part d'avoir un consensus entre confrères, mais ça suppose aussi de réfléchir au sens que ça a. Quand le territoire est minuscule et que vous êtes de garde tout le temps, mais qu'en fait, vous êtes là au cabinet et il ne se passe rien, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que ce ne serait pas plutôt intéressant d'avoir des secteurs plus grands, de faire les gardes comment voilà, il y a plein de questions qui se posent au sein des territoires et ça suppose une réflexion et à chaque territoire et professionnel de santé de trouver leur solution, mais en sachant aussi comment ils peuvent être encadrés. C'est ça vraiment notre rôle. Donc nous, on est à votre disposition si vous avez aussi des questions sur ce sujet, parce que c'est vrai que le post-internat est flou et que oui, ça fait partie des choses qu'il faut envisager quand on s'installe. Et ou quand on remplace, de bien comprendre comment ça marche pour les gardes. Et oui, c'est des solutions territoriales, ça fait partie de nos engagements, mais comme je vous l'ai redit, ça demande de l'organisation et de la coopération. Merci. Mais de l'organisation sur la base du volontariat des professionnels de santé et pas sous une obligation lointaine de l'ARS, c'est ça ? Alors en fait, l'ARS, elle doit nous aider à organiser ça. Il y a des comités de pilotage, mais vous voyez dans les textes de loi qu'il y a quand même toujours aussi des propositions de rendre la permanence des soins obligatoire. Là, par exemple, les syndicats comme nous s'opposent parce que ça doit rester sur la base du volontariat, sur l'organisation d'un territoire laissé au libre choix des professionnels qui connaissent les patients et les façons d'adresser aux urgences, les besoins en fait. Donc nous, on dit non, il faut continuer à laisser faire les territoires, ne pas imposer, laisser s'organiser en fait. Merci. Est-ce que... oui, Raphaël peut-être ? Un petit chiffre quand même sur la permanence de soins ambulatoires. Il faut quand même se rendre compte que c'est un grand débat là, en ce moment de dire tous les médecins doivent être obligés de faire des gardes, tout ça. Mais il y a 95% du territoire français qui est déjà couvert en horaire de permanence de soins ambulatoires.
Je ne parle pas de la nuit profonde entre minuit et 8 heures du matin, mais où globalement, la médecine générale, entre minuit et 8 heures du matin, ça n'a pas d'intérêt. C'est soit on va aux urgences parce qu'il y a une urgence, soit on n'a pas besoin de voir un médecin. Donc, vraiment, aujourd'hui, les médecins assurent déjà une permanence de soins ambulatoires sur la quasi-intégralité du territoire. Oui, et puis pour couper court aussi au fantasme sur les remplaçants qui, soi-disant, ne s'impliqueraient pas, nous, à Réagir, on a des chiffres. 60% des gardes de la permanence des soins ambulatoires sont assurés par les médecins remplaçants libéraux. Donc, ils sont pleinement acteurs de soins dans les territoires et il faut le reconnaître. On parle de temps de travail, on parle de garde. Donc, naturellement, on parle de ses conséquences, les risques psychosociaux des internes. Et est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui se sent de commencer sur son constat, sur la situation et sur les façons d'agir pour améliorer la situation? Je reprends la parole. Théophile, de toute façon, tu en as parlé tout à l'heure en termes de chiffres. Quand on a fait notre dernière enquête santé mentale ensemble, il y a 2 ans maintenant, 3/4 des internes qui ont des symptômes d'anxiété, 1/4 qui font un épisode dépressif caractérisé dans l'année, 1/5 qui ont des idées suicidaires, 2 sur 3 qui sont en burn-out. Bon, c'est cata. Et du coup, il y a une vraie nécessité à ce qu'on ait une ressource d'écoute et de prise en charge des internes qui vont pas bien, qui soit adaptée aux contraintes de l'internat, qui soit adaptée aux étudiants en santé et à ses spécificités. Notamment, forcément, on l'a dit, par rapport à d'autres professions, on a un temps de travail qui explose, on a des difficultés à se mettre en arrêt de travail parce que c'est souvent compliqué dans les services, on met les co-internes un peu dans la panade et du coup, on attend vraiment le dernier moment. Du coup, suite à notamment notre première enquête santé mentale, il y avait eu la création du Centre national d'appui en 2019, qui était une structure externe au ministère de l'enseignement supérieur et qui avait pour but de prendre les appels des internes qui n'allaient pas bien. Ça n'a jamais été opérationnel à 100% et pour autant ça a déjà été étendu à tous les étudiants en santé au sein de la CNAES, donc Coordination nationale d'accompagnement des étudiants en santé, fin 2021. Cette structure, elle tarde vraiment à être effective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de site internet pour pouvoir communiquer auprès des internes. C'est une très très grande difficulté parce que du coup, les internes, ils n'appellent pas, puisqu'ils ne savent pas. Enfin, nous, on ne le sait pas. Donc, en plus, donc, il y a des écoutantes dans cette structure, c'est des personnes formées, des psychologues notamment, qui sont employées pour recevoir les appels des internes et elles reçoivent très peu d'appels, ce qui fait qu'on peut même avoir l'impression que nous, les syndicats, on râle pour pas grand-chose. Les gens ils sont pas en difficulté, ils n'appellent pas. Et c'est vraiment problématique parce que c'est décrédibilisant alors qu'il y a tout pour faire. C'est hyper important que ça avance beaucoup plus vite dans les mois à venir et qu'on puisse avoir une effectivité qui soit rapide pour que les internes, on puisse tous avoir accès à cette structure. En attendant, quand il y a des situations comme ça, que ce soit vous, vos co-internes, que vous ne trouvez pas bien ou quoi que ce soit, mettez-vous en contact avec vos structures locales, vos associations locales. Elles connaissent ces structures, elles connaissent la CNAES, et s'il faut vous mettre en relation avec des gens autres, ils le feront très bien. Voilà. C'est toujours difficile de parler de ce sujet. Alors moi, ça me rend toujours extrêmement triste. Je pensais hier, il y avait eu un atelier dans cet amphi d'ailleurs, où les gens se mettaient debout et ils s'asseyaient quand ils n'avaient pas un privilège. Et je me dis, en fait, si on mettait tout le monde debout là et qu'on posait certaines questions de santé mentale, à chaque question, tout le monde serait serré. Et en fait, on serait tous en train de pleurer, donc on va éviter. Mais en fait, c'est dramatique. Et moi, ce qui me fait peur avec les chiffres qu'on a cités tout à l'heure, c'est que l'enquête qu'on a faite, qui avait une rigueur scientifique certaine, etc., puisque c'est pas seulement une enquête, c'est une publication scientifique, sachez-le. Elle est parue dans certains journaux, donc quelque chose un travail de grande qualité. Toutefois, elle était déclarative.
Et vous savez comme moi qu'on n'est pas très bien formé en santé mentale, et surtout quand ça nous concerne nous, et que très probablement on sous-estime la part d'entre nous qui ont fait un burn-out ou qui en font un, qu'on sous-estime la part d'entre nous qui souffront d'anxiété pathologique, qu'on est un peu dans notre déni aussi sur notre consommation de diverses substances, quelles qu'elles soient. Et donc moi, ces chiffres m'inquiètent parce que je pense qu'ils sont bien pires. Et d'ailleurs, quand on parle entre co-internes, on se rend bien compte que c'est probablement pas 1 sur 4 qui souffre de dépression caractérisée. C'est probablement pas 1 sur 4 qui a eu des idées suicidaires une fois dans son internat. C'est probablement beaucoup plus. Des solutions, il y en a plein. Comme toujours, tout le monde s'en fout, à part nous, mais des solutions, il y en a plein. Déjà, il y en a une qui serait toute simple, ce serait, vous allez dire, la meuf, elle se répète tout le temps, mais respecter la loi du temps de travail, etc. Et la loi de la médecine du travail. On est censé, comme tous les professionnels, avoir accès à la médecine du travail, c'est censé être obligatoire. C'est prévu dans nos textes de loi, en phase SOC systématiquement, ça doit être répété, on doit avoir du dépistage du coup de nos troubles mentaux notamment, et des risques psychosociaux. Et en pratique, très peu d'entre nous avons réellement nos consultations en médecine du travail. C'est quand même assez peu fréquent. Et pourtant, ça permettrait de dépister. Former systématiquement les chefs de service et toute personne qui accompagne des internes aux problèmes en management, etc. Mais ça, c'est encore un autre combat. Mais ne serait-ce qu'au dépistage des risques psychosociaux, qu'ils y soient un minimum formés, qu'ils en soient un minimum conscients, pour que les gens puissent être repérés avant qu'ils se suicident. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enjeu, avant tout, c'est de se dire que les internes arrêtent de mourir parce qu'ils font le métier qu'ils ont choisi tous les jours depuis qu'ils ont passé le bac. Tous les jours depuis que vous avez passé le bac, et nous aussi, on s'est battus pour pouvoir devenir médecin, et tous les jours, on a une nouvelle bonne raison d'arrêter. Et en fait, au final, il y en a la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous, n'en ont plus envie et ne sont plus heureux de faire ça. Aujourd'hui, notre combat principal, c'est de donner envie aux gens qui sont déjà médecins, parce qu'en fait, on est déjà médecins, de vouloir l'être et d'en être pleinement heureux. C'est quand même, moi, je trouve que c'est notre combat le plus triste et que c'est clairement un aveu de faiblesse, un échec majeur des combats qu'il y a pu y avoir. Alors, on obtient des avancées. Comme à chaque fois, c'est inapplicable. On parlait du décret du temps de travail tout à l'heure qui ne sert à rien, qui n'est pas applicable en l'état. Mais alors, la CNAES, même combat. La campagne de com devait être lancée en novembre. Bon, c'est pas fait. Des choses à mettre en place qui sont assez simples, il y en a des tas. Rien n'est fait. Encore une fois, il n'y a même pas de suivi, d'indicateurs. Il n'y a pas moyen de récupérer des données fiables parce qu'il ne faudrait surtout pas savoir quelles sont les vraies données de santé des internes. Parce que sinon, il va falloir s'en occuper. De la même façon qu'il ne faut surtout pas mettre en place le décompte horaire parce que sinon, il va falloir respecter la loi. C'est toujours pareil. Et je pense que voilà, si on arrivait déjà à mettre en place des indicateurs, à imposer que les établissements qui ne respectent pas le fait que vous ayez le droit à la médecine du travail aient des sanctions financières ou ne puissent plus avoir d'internes chez eux en stage, ces petits pas, progressivement, je l'espère, feront en sorte que les internes arrêteront de se suicider et que surtout ils seront heureux de faire ce métier, quoi. Tu souhaites ajouter quelque chose ? Moi, oui. Oui, Florence. Je trouve ça hyper important ce que tu dis et je pense qu'il y a aussi un fort sentiment dans les internes de se dire oui c'est dur, oui c'est horrible, oui je respecte pas mon temps de travail, mais en fait c'est normal, c'est comme ça, mes chefs l'ont fait avant moi et donc du coup j'ai pas à me plaindre. Et je vais vous donner un exemple assez personnel. Actuellement, dans les laboratoires et dans celui où je suis, on respecte vraiment le temps de travail, il est assez respecté, on a cette chance. Et actuellement, on a 2 hors filière avec nous, un de maladies infectieuses et un d'hématologie clinique. Et en fait, ils nous font des réflexions en mode Attends, mais j'ai l'impression de rien faire. Et je dis bah non, tu fais pas rien. En fait, tu fais juste ton temps de travail normal. Et il me dit j'ai du temps pour faire des trucs que je ne fais plus depuis hyper longtemps. Et ma famille me dit que j'ai hyper bien en ce moment. Et on lui dit bah en fait oui. Et en fait, limite, ils culpabilisent d'être comme ça. Ils se disent mais du coup je ne comprends pas. Et du coup c'est vrai que le temps de travail des internes
et les conditions aussi dans lesquelles on travaille, parce que je pense que c'est aussi extrêmement important. Dans les laboratoires, on a un peu cette chance, entre guillemets, je sais vraiment pas du tout ce que je veux dire, mais on a la pression parce qu'on sait qu'il y a des patients derrière, mais on est dans notre laboratoire. Et donc on n'a pas forcément la même pression qu'il peut y avoir dans les services. On n'a pas, et nous, en plus, on n'a pas de problème de moyens, je suis désolée de vous dire ça. Mais en fait, du coup, vu qu'on n'a pas cette pression, là, constante, on ne devient pas maltraitant, parce que je pense qu'on devient aussi maltraitant, et on est mal de la manière dont certaines fois on fait notre exercice, parce qu'en fait on n'a pas les moyens de les faire correctement et ça nous met une pression et ça impacte énormément le moral. Et ces internes qui viennent en hors filière chez nous et qui nous disent la bio c'est pas leur truc, parce qu'on voit pas de patients, etc. Mais en fait on a une qualité de vie qui est importante et qui leur permet de faire de la médecine comme ils avaient eu envie de faire de la médecine. Et il y a les burn-out, il y a les suicides, il y a tous ceux qui veulent arrêter ce métier alors que c'est ce qu'ils ont choisi et ce qu'ils veulent depuis toujours. Et en fait, on se rend compte que quand on le fait dans des bonnes conditions, en fait, le problème, c'est pas le métier, en fait, c'est juste les conditions dans lesquelles on le fait. Et c'est vraiment hyper important de continuer ce combat. Effectivement, c'est triste de se dire qu'on culpabilise parce qu'on respecte notre temps de travail et qu'on fait notre travail correctement. En fait, la médecine, si on veut la faire correctement, on n'a pas besoin de la faire sous pression H24 et en n'ayant pas assez de moyens, etc. Et je pense que ça redonnerait du sens énormément à la profession si juste on faisait faire les choses correctement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser de se battre pour prendre les repos auxquels on a le droit. Il y en a plein, des internes qui disent « Non mais si je prends mes repos compensateurs, je ne vais jamais être dans mon service ou ça va embêter les gens. » En fait non, ça te permettra juste de faire ton travail correctement et d'être bien dans ce que tu fais. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte pour vous, pour vos patients et pour tout le monde. C'est pas aberrant de réclamer vos droits en fait. Ça permet juste de faire les choses correctement et d'être bien. Je reprends la parole une petite minute en réaction à ce que tu viens de dire. Moi, ça me révolte toujours de voir qu'il y a des médecins qui ne sont pas capables de comprendre qu'on va mal et que c'est quelque chose qu'il faut entendre et qu'il faut nous protéger pour ça, parce qu'a priori, c'est quand même le cœur de notre métier de prendre en charge les gens qui ne vont pas bien. Mais surtout, ce que tu soulignes là, cette addiction au travail, parce que c'est un des termes qui est employé pour définir le fait qu'on ne veuille pas prendre nos repos compensateurs, qu'on ne veut pas respecter nous-mêmes notre temps de travail, etc. Dites-vous que cette addiction là au travail, elle a créé les monstres qui vous maltraitent tous les jours. C'est ceux qui vous maltraitent à l'hôpital, ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas faire que 48 heures, ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas prendre votre repos compensateur, que votre demi-journée de formation, vous la ferez sur vos heures de repos. Ils sont devenus comme ça parce qu'ils ont supporté tout ça et que finalement, ils l'ont ancré en eux, qu'ils le portent au quotidien. Et donc, ils sont devenus ces personnes maltraitantes, ils sont devenus ces personnes qui sont même maltraitantes avec leurs patients, qui ne font plus correctement leur boulot, que ce soit avec vous, en recherche, avec les patients. Et donc, c'est à ça que ça ressemble quelqu'un qui ne prend pas ses droits, qui ne se protège pas et qui va mal. C'est à une personne maltraitante qui maltraite ses internes et qui ne fait plus du bon boulot de médecin. Donc en fait, pensez à eux, pensez à toutes les fois où ils vous ont maltraité et à chaque fois que vous vous dites « Non, je ne vais pas prendre mon repos compensateur parce que j'ai l'impression que je ne vais pas assez travailler », dites-vous que vous ne voulez vraiment pas devenir comme eux. Du coup, je continue. Donc, alors, en libéral et aussi après l'internat, en fait, malheureusement, on reste une profession tout à fait exposée au burn-out pour d'excellentes raisons, malheureusement. C'est que, en fait, le médecin généraliste, à mon sens, c'est le baromètre quand même du système de soins, puisqu'il est à l'interface entre le patient dont il est le premier, mais aussi le dernier recours, et l'hôpital vers lequel il doit adresser et où il récupère aussi les sorties d'hospitalisation. Et là, donc, faut bien savoir que les médecins sont à fort risque de burn-out, et tout le monde le sait, à commencer par les organismes de prévoyance.
qui en fait nous couvrent, hein, au cas où il nous arrive quelque chose, au cas où on s'arrête, et qui prennent bien soin parfois d'exclure le burn-out ou la dépression de ce genre de contrat. Donc si même les assureurs ont calé que c'est un risque, croyez-moi que tout le monde le sait. Donc notre travail syndical, c'est déjà d'informer sur ça. Ensuite, la difficulté en libéral, une fois qu'on est installé, c'est quand même aussi de se dire, mais si je m'arrête, il y a qui ? Il y a qui ? Et c'est ça aussi ce qui est source d'une importante omerta, en fait, de dire je ne peux pas dire que je vais mal, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas diminuer, parce que si je ne suis pas là, il y a qui ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir déconstruire en tant que syndicat, exactement comme vous venez de le dire. Enfin, je pense que ce qui m'a frappée, c'est que bien sûr, la condition des internes, elle est vraiment révoltante, et je pense que c'est pire dans la mesure où vous êtes encore tous tellement inquiets de ne pas valider votre stage, ce qui est quand même la condition déjà pour ne pas signaler, on en a bien conscience. Quand on est en libéral, c'est pas ça, il n'y a personne en théorie au-dessus de nous, mais il y a nos patients, ils sont à la fois au-dessus, à la fois en face, parce qu'on pense à eux en fait quand on s'arrête, et c'est ça aussi qui est difficile c'est tellement difficile à jongler. Il y a aussi que quand on s'occupe de patients, on a une immense incertitude diagnostique en permanence avec laquelle on jongle en se disant mais attends, lui il a quoi ? Ok, bon je sais pas trop, mais ça va, mais comment je vais faire ? Et est-ce que je vais lui trouver une place s'il a besoin d'un lit hospitalier ? Est-ce que je vais avoir un rendez-vous chez le SPé ? Est-ce qu'en attendant les 3 mois où il va voir le cardio, j'introduis quand même, j'appelle ou bien j'adresse ? Qu'est-ce que je fais ? Donc on passe notre temps à jongler, bien sûr qu'on est formé pour ça aussi, qu'on apprend, qu'on a les structures locales syndicales qui font un super espace de débat et de j'ai envie de dire sororité, mais ça inclut tout le monde, de confraternité. Donc ça, c'est très important qu'on soit là. Néanmoins, j'aimerais quand même revenir vers ce qui se passe en ce moment et ce contexte. Donc mardi, on est en grève. Mardi, on est en grève, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, là je parle de moi. Mardi, mon cabinet, il est fermé. Mardi, quand j'aurai la banderole en main, j'aurai le cœur serré parce que mes patients ne seront pas couverts par moi. Bien sûr, je leur aurais dit où s'adresser. Mais je fais grève parce qu'en fait, vous savez qui m'a demandé ça ? Mes patients. Attention, docteur, j'ai encore vu votre voiture à 21h. Docteur, quand même, ça suffit. Vous étiez là toute la Covid. Docteur, maintenant, c'est bon pour l'INR, mais il est 20h. Ça va, là. C'est eux qui m'engueulent. Parce qu'en fait, on a eu peur avec cette pandémie, on s'est occupé d'eux. Et en retour, qu'est-ce qu'on a ? On a un contrat d'engagement territorial qui nous dit « il faut que tu travailles plus ». On nous montre des chiffres qui nous inquiètent tous et dont on a tous conscience. 6 millions de Français sans médecin traitant, 600 000 en ALD sans médecin traitant. C'est dramatique, il faut trouver des solutions. Mais quand même, à un moment donné, ça veut dire que les autres en ont et que ces gens-là ne font pas rien. Et donc, si on va dans la rue, en fait, mardi, c'est aussi pour dire « aidez-nous à continuer à être là, aidez-nous à faire notre exercice avec la passion et la responsabilité qui nous caractérisent ». Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a de gros problèmes hospitaliers, de manque de lits, de manque de personnel paramédicaux, et ça nous impacte, nous, dans notre exercice libéral, dans notre exercice aussi ambulatoire, j'ai envie de dire, puisque les médecins de santé salariés, c'est la même chose, hein. Et en fait, on est inquiet pour nos patients. Et donc, en fait, s'occuper des risques psychosociaux des médecins, c'est en fait s'occuper de l'accès aux soins équilibrés pour tous. Et c'est l'enjeu de notre lutte intersyndicale de tout médecin mardi prochain. La transition est toute trouvée pour aborder la dernière partie, la liberté d'installation. Du coup, ayant assumé la transition, je suis sur ma lancée, parce que je m'énerve doucement, et une fois que c'est fait, j'y vais. Une fois que je me suis énervée, c'est bon. Donc en fait, oui, alors je pense que pas mal d'entre vous ont assisté au Flash Info qui était quand même brillamment résumé hier. Hein. Mais effectivement, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il y a des propositions de loi dites coercitives qui se profilent à l'horizon, sans mauvais jeu de mots. Donc en fait, en gros...
Donc en fait, quand on dit coercitif, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est finalement quand la loi fait une ingérence dans soit l'installation des médecins, soit la limitation du temps de remplacement pour un médecin. Donc il y en a deux des propositions de loi coercitives là bien identifiées. La première, donc, c'est la PPL portée par Horizon qui sera débattue, je crois, ou en commission d'affaires sociales de l'Assemblée nationale le 15, c'est ça? Le 15 février, je crois, bientôt. Et début mars ensuite à l'Assemblée. Alors elle, en fait, elle veut introduire en fait, une régulation par l'ARS, par les agences régionales de santé des installations des médecins. Et puis ensuite, il y a la proposition de loi transpartisane qui, elle, va beaucoup plus loin et voudrait interdire les installations de médecins dans en fait, les zones qui ne sont pas sous-dotées. Donc les zones sous-dotées, c'est les IP et les AC. Et en gros, dans les autres, si on suit le texte de la proposition de loi transpartisane, eh bien, il n'y aurait pas d'installation possible de médecins, sauf si un médecin part à la retraite. Donc là, je pose le cas très concret, génial, le territoire où je suis, c'est-à-dire où 5 médecins ont plus de 60 ans. Bon, donc en gros, on sait que, voilà, c'est parfait, quand ils partiront à la retraite, il y aura 5 places, sauf que quel médecin part à la retraite et ensuite trouve quelqu'un sans transition? Généralement, les médecins préparent leur départ. Ils recrutent un collaborateur ou un associé pour les former, ou alors carrément ils réfléchissent à des mutualisations de professionnels, donc peut-être qu'ils s'organisent dans un autre local, ils en profitent pour mettre un bureau supplémentaire, comme ça la personne arrive sur le territoire, se formalise déjà, et quand un des médecins part, il augmente un peu son activité au fur et à mesure qu'il acquiert de l'expérience. Fantastique, c'est donc plus du tout possible, donc on fait disparaître la souplesse, on fait disparaître le bon sens, et donc on s'est amusé avec mon secrétaire général ici présent à faire le zonage, où est-ce qu'en fait finalement c'est pas des IP et des AC? Et grande nouvelle, Lyon, Marseille, Colmar, toutes les villes. Donc en fait en gros, dans tous les territoires qui ne sont pas encore sous-dotés, ça va bientôt l'être, puisqu'en fait on ne va pas pouvoir préparer de transition. Formidable. Donc là, nous, en fait, on est vent debout contre ça parce qu'il y a des solutions alternatives. Dans votre congrès, on le voit très bien. Il y a plein de stands de territoires qui ont des initiatives innovantes, qui connaissent leur territoire à l'échelle parfois du département, qui savent très bien où il y a des besoins, qui ont travaillé sur les freins et les leviers à l'installation que des enquêtes menées par vos syndicats et vos organismes ont bien démontré, qui trouvent des solutions pour les conjoints, qui réfléchissent où est-ce que c'est le plus pertinent de construire un pôle ou un centre de santé parce qu'il y a des crèches pour son projet familial, parce qu'il y a des emplois ailleurs, parce qu'en fait c'est motivant, parce qu'il y a un CH à proximité vers lequel on peut adresser. Donc tout ça, ça existe déjà. Nous, là, avec l'ANEM Félis-Nari-MG, on avait fourni un document de proposition alternative à l'accès aux soins et on a encore soumis toutes ces propositions dans le PLFSS et on continue à le faire pour chaque loi, où on leur dit, non, appuyez-vous sur les acteurs des territoires, faites des guichets uniques territoriaux qui permettent d'orienter les professionnels de santé, d'ailleurs pas que médicaux, vers les besoins des territoires, mais il n'y a pas besoin de coercition. Et la coercition, en fait, ces propositions de loi brandies, vraiment, j'ai envie de dire, en mode on fait quelque chose, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? À part une méconnaissance totale de tous les acteurs, un dégoût pour les... Est-ce que vous avez personnellement envie de vous installer si on vous force? Bien sûr que non. Par contre, si on vous démontre pourquoi c'est bien là plutôt qu'à 10 km, peut-être, et encore, je veux dire... Donc ces propositions de loi, elles sont contre-productives, elles sont démotivantes, et en fait, j'ai envie de vous dire, comme je vais me lâcher, elles sont bêtes. Voilà, donc on se bat contre ça et on propose autre chose. J'irais même plus loin quand tu parles des zones qui ne sont pas sous-dotées et qui vont le devenir, mais c'est que même les zones qui aujourd'hui sont déclarées comme non sous-denses, c'est aussi la galère. Je vais prendre l'exemple du département de la Vendée, proche de chez moi. Le chef-lieu, La Roche-sur-Yon, globalement à peu près 50 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, et 7 500 patients sans médecin traitant. En fait, elle n'est pas déclarée comme sous-dense, cette commune, et pas les 15 km de rayon autour. Si demain la PPL Garot, elle passe, on va interdire à tous ces patients, ces milliers de patients qui n'ont pas de médecin traitant, d'en avoir un. Et ça, c'est dramatique. Et j'insiste, je l'ai dit hier soir pendant mon point de mon Flash Actu, mais on est les professionnels les mieux répartis sur le territoire français. On est les professionnels de santé
qui sont le mieux étalées, devant même les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, et alors que certaines de ces professions ont une contrainte à l'installation. Ça ne marche pas. La liberté d'installation dont les médecins bénéficient aujourd'hui est plus efficace que la coercition imposée à ces professions. En plus, tout ça, ça crée un climat de tension avec les élus, les patients qui demandent une réponse immédiate. Mais les propositions coercitives, elles seront injustes et inefficaces. Il n'y a pas de solution miracle, mais comme le disait Élise, on a bossé ensemble. La contribution, elle date d'avril 2021. Il y a plein de petites mesures qui, mises bout à bout, vont avoir une efficacité réelle. On parlait hier à court terme de libérer du temps médical, permettre à des patients de parfois s'auto-déclarer en arrêt de travail quand il n'y a pas de dépenses de la sécurité sociale, pas d'indemnité journalière parce que c'est du 24 heures, 48 heures, qu'il faut réduire les certificats médicaux abusifs, qu'il faut permettre aux médecins d'embaucher plus facilement des assistants médicaux quand ils le souhaitent. À plus long terme, tu parlais du guichet unique, mais le guichet unique, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle départementale, on a plein de gens qui ne connaissent pas forcément certains territoires et que l'échelle départementale, elle permettra d'avoir une seule personne qui nous dit si tu veux t'installer, c'est quoi tes besoins ? Ton conjoint, ta conjointe, elle doit travailler, où est-ce qu'elle va ? Tes enfants, ils pourront aller à la crèche ici, ils pourront aller à l'école là. Et en fait, quand on travaille, quand on est interne, qu'on travaille plus de 50 heures par semaine, quand on est jeune installé ou remplaçant, qu'on travaille beaucoup aussi, c'est des démarches qu'on n'a juste pas le temps de faire. Et d'avoir une personne identifiée par département pour nous aider à ça, ça ne peut être qu'une mesure efficace d'accès aux soins. Et à côté de ça, les responsables politiques, ils s'entêtent à mettre en place des choses qui seront complètement contre-productives. À commencer même par la 4e année. On va avoir 1 an où il n'y a pas de remplaçants qui sortent. Bon, comment on fait ? Je ne sais pas de tous vos MSU, je ne sais pas comment ils font pour se faire remplacer, mais je sais que pour beaucoup, c'est déjà très compliqué. En plus de ça, on a parlé de la coercition, évidemment, je ne reviendrai pas dessus, mais la primo-prescription aux infirmiers en pratique avancée ne résoudra pas des problématiques d'accès aux soins. L'accès direct dérégulé ne résoudra pas des problématiques d'accès aux soins. À part désorganiser le parcours de soins, rendre illisible pour le patient le fait de devoir se tourner vers tel ou tel professionnel, on n'aura aucune réponse qui leur sera apportée. Moi, je te rejoins complètement, Élise, quand tu dis qu'elles sont bêtes, ces propositions. D'ailleurs, il y en a même certaines, quand tu les lis, tu te dis « mais ça existe ». En fait, c'est déjà des textes de loi. Du coup, est-ce que vous avez seulement lu la loi, messieurs, dames, les parlementaires ? Ce qui m'inquiète un peu, par ailleurs. Donc, effectivement, il y a une grosse notion de bêtise. Et ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on les sollicite, qu'on leur propose de venir leur expliquer, de les aider, beaucoup pensent tout mieux savoir que nous, parce que déjà, ils sont plus vieux, ils ont de l'expertise, et puis surtout, ils ne sont plus de jeunes étudiants naïfs. Ils ont aussi cet argument un peu facile et fallacieux, surtout, qui est de dire c'est la seule chose qu'on n'a jamais essayé. Enfin, on a justifié bien des choses dramatiques avec ce genre de propos. Donc non, ça pose un véritable problème, les textes de loi coercitifs, en plus de rajouter à notre anxiété, à notre dépression. Et en plus, comme tu le dis, il y a des tas de choses qui sont à mettre en place. Il y a aussi des messages à faire passer, c'est qu'on ne réglera pas des politiques de santé désastreuses de ces 40 dernières années, en termes notamment de répartition en quelques jours, en quelques mois. C'est pas vrai. Il faut déjà arrêter de mentir aux Français et de les prendre pour des cons, ce serait sympa. Il faut arrêter de nous prendre pour de la chair à canon. Je sais que c'est notre quotidien, mais ça suffit. Et surtout, il faut comprendre qu'il va falloir voir plus loin que son mandat notamment, et plus loin que sa réélection auprès de ses administrés ou des gens qui votent pour nous. Je dis nous, mais je parle des parlementaires, vous avez compris. Et qu'il va falloir avoir des ambitions à long terme. Hier, je vais reciter l'atelier parce que c'était vraiment saisissant, c'est levé debout. Et il y a une question quand même où très peu de gens se sont assis. C'était la question du assis-toi si tu as vécu en HLM ou si tu es allé dans des collèges-lycées de zones prioritaires en somme. Et en fait, quasiment personne s'est assis. Et ça, vous voyez, c'est saisissant parce que
c'est bien la preuve qu'en médecine, on a assez peu de gens qui viennent des territoires défavorisés. Et on vient assez peu des territoires défavorisés parce que nos études, elles ne sont pas du tout démocratiques et au sens accessibilité. Et en fait, les zones où il n'y a pas de médecins, les zones sous-denses, c'est pas que les zones rurales complètement reculées. Un quart d'entre elles sont en pleine ville et sont dans des quartiers politiques de la ville. Voilà, c'est joli comme terme. Et ces territoires-là, on n'y va pas plus s'installer parce que c'est des territoires dont on ne vient pas et en fait c'est prouvé, hein, on s'installe de là où on vient souvent et dans des territoires qu'on connaît bien. Pareil, la séquestration en CHU pendant l'intégralité de nos études, ça ne peut pas nous donner envie de s'installer ailleurs. Quand on ne connaît que ça, bah forcément on reste à proximité, c'est un effet nain-nain, vous savez. C'est triste de se dire qu'on finit par avoir un syndrome de Stockholm finalement. Donc voilà, en fait, les enjeux, ils sont là aussi sur le recrutement des médecins de demain, sur la façon dont nos études sont ouvertes à tout le monde, la façon dont on va pouvoir permettre à tous les gens, peu importe leur milieu socio-économique de base, de faire des études de médecine, parce qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour être quelqu'un d'intelligent. Et donc, il faut vraiment aussi pousser ces choses-là, et ça fait partie des propositions qu'on pousse et qu'on essaye de mettre en avant. Elles ne plaisent pas parce que, vous comprenez, il n'y aura pas d'effet avant les prochaines élections. Du coup, c'est dommage, on risquerait de ne pas être élu. C'est globalement ça, hein, le sous-texte, et c'est pour ça que c'est bête, et c'est pour ça que mardi, il y a la grève, parce qu'il y a encore un problème de méthode. Et puis quand on veut construire le monde de demain, mais bon sang, c'est avec nous que ça se construit, c'est pas avec les seniors, c'est pas avec ceux qui sont là depuis 60 ans. Le monde de demain, il est derrière eux pour eux. D'ailleurs, c'est facile pour eux de temps en temps de dire non mais place aux jeunes. Quoi t'es gentil, mais pas tout seul en fait. Hein. Puis d'ailleurs, c'est pas nous qui avons voté il y a 30 ans la réduction du numerus clausus. On n'était pas nés d'abord. Donc voilà, je pense que les enjeux, ils sont là. Il faut qu'on arrive à plus se faire entendre. Il faut qu'on arrive à, tous ensemble, leur montrer que ça se construira pas sans nous. Et c'est pour ça que tous ensemble, on sera dans la rue mardi. Merci beaucoup, Olivia. On va avoir devant nous une dizaine de minutes pour que vous puissiez poser quelques questions, donc pas beaucoup, à nos intervenantes et à Raphaël. Est-ce que je peux juste ajouter juste une petite chose avant la question? Je voulais quand même vous partager, donc c'est même pas la colère c'est pour soi-même, l'indignation c'est pour autrui. Juste pour vous dire, en fait, pour ces propositions de loi, en fait, vous savez combien de temps on a eu quand on a été convoqué pour la proposition de loi transpartisane pour exposer nos alternatives à la coercition? Bonjour, vous avez 6 minutes. Et on l'a fait. Et pour la proposition de loi Horizon, devinez qui ils ont oublié pour leurs auditions à l'Assemblée nationale? Les représentants des médecins généralistes, remplaçants et jeunes installés, et jeunes médecins, c'est-à-dire les premiers concernés juste après vous par cette proposition de loi. Donc il y a clairement un mépris total pour notre voix, pour ce qu'on porte et pour nos solutions, pour le travail qu'on fait au quotidien en leur disant mais en fait si vous voulez écrire une loi géniale, vous pouvez, vous avez juste à nous écouter. Ils ne le font pas et je pense qu'aussi ils ne nous confrontent pas parce qu'ils savent très bien que derrière on a tellement de chiffres, tellement de données territoriales pour leur dire que c'est n'importe quoi qu'en fait ils préfèrent éviter le dialogue et ça, ça montre en fait à quel point finalement c'est non constructif et c'est vraiment aussi la raison de notre colère dans la rue. D'accord, tu ne veux pas entendre de propositions, tu ne veux même pas parler, on va être là quand même. Voilà. Merci Élise. Nous allons pouvoir prendre la première question. Bonjour, je suis Marie-Émilie, je suis à la fac de Lyon. J'avais une question notamment sur les difficultés de prendre des congés exceptionnels en tant qu'interne, donc soit pour arrêt maladie, soit pour nos proches qui décèdent dans les circonstances. Est-ce qu'il y a de discuter un pool de remplaçants d'internes, est-ce que ça pourrait être envisageable de salariés ou notamment dans les discussions de la 4e année, est-ce qu'on pourrait avoir des remplaçants dans nos services quand on ne peut pas assurer la permanence des soins? Et notamment, est-ce qu'il est discuté d'augmenter le nombre d'internes par stage pour que les 48 heures soient respectées et qu'on assure la fameuse permanence des soins 7 jours sur 7, H24? Merci pour ta question. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite répondre? Merci pour ta question. Alors pour ce qui est de l'augmentation des nombres d'internes par stage, de facto on va y arriver puisque deux choses, les promotions sont de plus en plus grandes
Et on continue à être séquestré dans les mêmes terrains de stage avec un refus systématique d'ouvrir des terrains dans des endroits où on pourrait être heureux, genre certains terrains de stage libéraux ou ambulatoires, toutes spécialités confondues. Hein. Un de mes exemples préférés, par exemple, c'est les dermatos qui font jamais de stage en ambulatoire pendant leur maquette, alors que 80% d'entre eux seront en libéral. Bon, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Du coup, ils s'installent pas, du coup, ils vont pas à l'hôpital non plus. Ils font que de l'intérim. Et bientôt, ce sera interdit aussi. Incroyable. Donc du coup, de facto, on va y arriver, il y aura plus d'internes, et donc probablement, ce sera plus facile de faire respecter les 48 heures. Bon, c'est quand même pas le but que les 48 heures soient juste respectées parce qu'on est trop par terrain de stage. Le but, c'est vraiment qu'ils remanient notre temps de travail et notre façon de travailler à l'hôpital. Mais oui. Et pour ce qui est des remplaçants, des poules d'internes remplaçants et tout ça, ça peut être des idées dont on peut parler tous ensemble. En revanche, ça ne doit jamais être difficile de prendre des congés auxquels tu as le droit. Parce qu'en théorie, vu que tu es interne, tu n'as pas à te trouver de remplaçant pour des congés ou pour un arrêt ou pour quelque raison que ce soit. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Et c'est pas grave. En fait, il y a tes seniors, il y a ton maître de stage, il y a n'importe qui d'autre qui est censé te remplacer parce que c'est son travail, il est censé travailler sans toi. Alors, il y a des spécificités, notamment pendant le SASPAS, il y a certaines spécificités, notamment quand on fait des gardes seniors à l'hôpital, etc. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui participent à ces listes en théorie. Et si elles ne fonctionnent pas sans toi, si elles ne fonctionnent pas sans une personne qui prend un arrêt un jour, le problème, c'est pas votre arrêt. Le problème, c'est le tout. Et c'est le tout qu'il faut revoir, et c'est le fonctionnement de base. Donc en fait, ça ne doit jamais être un problème. Et si c'est un problème, si quelqu'un t'empêche de prendre un arrêt, quelqu'un t'empêche de poser des congés auxquels tu as le droit, il faut écrire, soit à l'ISNAR, soit à l'ISNI, soit à ton syndicat de référence préféré, tu mets la liste que tu veux. Mais il faut écrire, il faut nous le dire. Et nous, en plus, franchement, si je peux le dire pour toi, Raphaël, on adore taper sur les gens qui ne respectent pas la loi. C'est devenu notre nouvelle passion dans la vie, vraiment. Passion commune. Je sais pas, à la fin du mandat, probablement, on essaiera de savoir lequel de nous deux a pris le plus de plaisir là-dessus. Merci. On va pouvoir prendre une seconde question. Bonjour, Laurine de Lyon. J'ai une question sur les gardes en ambulatoire, parce que c'est un sujet dont on parle jamais, mais c'est sur la sécurité, où quand on fait des gardes en maison de garde, qu'on finit à minuit, des fois dans des zones un peu compliquées, où on a peut-être refusé 2 heures avant à un patient un antibiotique ou un renouvellement d'autres molécules controversées. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour qu'on soit en sécurité et que quand on sorte du cabinet de garde, on n'ait pas peur ? Tu parles de garde pendant l'internat ou après ? Non, après en tant que jeune installé remplaçant. Ok. Alors, en fait, pour te répondre, non, il n'y a pas de mesure de sécurité spécifique à ma connaissance, parce qu'en fait, je te parle par exemple de mon expérience. En fait, chaque secteur fonctionne à sa façon. Il y en a qui ont une maison médicale de garde dans laquelle tu vas les faire, et parfois, finalement, tu fais aussi des gardes dans ton cabinet. Ça peut être ça, tu vois. Donc effectivement, alors les gardes, elles sont régulées, c'est-à-dire que tu n'accueilles pas actuellement en PDSA en tout cas n'importe qui parce qu'il a sonné chez toi, même dans la maison médicale de garde a priori, il faut que je vérifie pour ça, mais a priori non, c'est régulé par le 15. Donc d'abord la personne, elle appelle le 15, ensuite le 15 estime si la demande relève de la médecine générale ambulatoire ou si c'est le 15 tout court qu'il faut prévenir, et ensuite d'abord tu as un coup de fil. Tu as un coup de fil du médecin régulateur qui te dit « Bonsoir, médecin de garde, je vous envoie ça, c'est une sinusite a priori, madame machin. » Et comme on est dans un secteur qu'on connaît, enfin je veux dire, c'est soit l'endroit où tu es déjà, soit les villages alentours, bah, tu fais venir cette personne au cabinet ou si tu t'estimes que ça vaut une visite quand même, tu te déplaces, tu vois. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est la nuit, mais tu es quand même prévenu de qui tu risques d'attendre, et si la situation a l'air un peu fumeuse, bon, tu peux l'anticiper. Après, tu peux jamais savoir sur quoi tu vas tomber, c'est vrai. Et là, non, il n'y a pas de mesure de sécurité spécifique à ma connaissance. C'est plutôt les règles de sécurité de base qui s'appliquent presque pour toute consultation, c'est-à-dire... si tu sens qu'en fait ça va partir en latte, quelle que soit la demande, tu accèdes à la demande, tu évacues la personne, enfin tu lui donnes ce qu'elle veut et tu préviens les forces de l'ordre après. Ça m'est absolument jamais arrivé, c'est pas si fréquent à notre connaissance, en tout cas on nous en signale pas souvent, mais effectivement voilà. Après
Effectivement aussi pour certaines visites en garde qui peuvent être assez difficiles la nuit ou dans des situations compliquées, il ne faut pas hésiter, si on sent que ça dégénère, à réclamer les forces de l'ordre ou à rediscuter avec le médecin régulateur du 15 de la situation. C'est ce que je vois. Après, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Merci Élise. Est-ce qu'on peut prendre une troisième question? Moi, ça concerne les remplacements. Je suis ici. Bonjour. Là, vu les conditions, vu les conventionnements qui sont en train d'être votés, je ne sais pas si les internes auront vraiment envie de s'installer et encore moins de se conventionner. Et du coup, le fait de demander à ce que les remplats soient conventionnés pour accéder au DPC, est-ce que en fait, c'est pas aller contre l'idée justement des remplaçants? Justement, si on se met en remplacement, c'est parce qu'on ne veut pas se conventionner et qu'on ne veut pas s'installer, donc pas avoir les contraintes. On ne risque pas d'avoir les contraintes de la Sécu en fait en se conventionnant? Alors, en fait, il faut bien comprendre la situation du remplaçant. Donc, en fait, vous cotisez déjà au régime PAMC, vous êtes affilié au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés dès que vous choisissez un exercice libéral. Et la loi dit que, en fait, par défaut, vous adoptez le statut du médecin que vous remplacez. Donc, quand vous remplacez en médecine générale, dans la grande majorité des cas, vos médecins sont secteur 1, vous appliquez leurs tarifs. Donc au niveau de tarif conventionnel, c'est pareil pour vous, que vous soyez conventionné ou non. Et au niveau des prises en charge des cotisations sociales, l'URSSAF et CARMF, le remplaçant pour l'instant, il a un statut de conventionné, mais pas sur le papier. C'est-à-dire que la caisse primaire d'assurance maladie, elle prend en charge les cotisations sociales CARMF et URSSAF pour un remplaçant sans différence en fait avec un installé, c'est le même taux de pourcentage. Donc finalement, quand tu regardes ce que te demande la convention quand tu es médecin généraliste secteur 1, donc c'est un tarif régulé avec en échange une prise en charge des cotisations sociales. On t'appelle les cotisations sociales et il n'y en a aucune qui diffère entre un médecin généraliste remplaçant et installé, excepté la CURPS, la contribution aux URPS, les unions régionales des professions de santé. Celle-ci, elle ne peut pas être appelée pour un remplaçant puisque, en fait, ça concerne que les installés qui, du coup, peuvent voter à ces élections, qui élisent les syndicats représentatifs, qui signent la convention. Donc en fait, au niveau de droit, même si ce n'est pas dans le texte, le remplaçant, il a actuellement, en tout cas au niveau devoir, il a les mêmes. Au niveau droit, il n'a pas les mêmes. Parce que la différence, c'est que le remplaçant, il n'a pas accès au DPC et la remplaçante n'a pas accès à l'avantage supplémentaire maternité qui n'est disponible que pour les médecins installés en cas de grossesse. En fait, si tu regardes les droits que tu remplis, tu le fais déjà, mais les devoirs, tu le fais déjà, les droits par contre non. Donc demander un conventionnement, c'est effectivement demander ces droits-là. Le risque, c'est vrai que c'est la contrepartie qu'on va demander en échange. Ah, on vous conventionne, mais en échange, vous pouvez remplacer que 3 ans. Ah, on vous conventionne, mais en échange, blabla. En fait, j'ai envie de vous dire, si la proposition ne va pas, on ne la signera pas, c'est tout. En fait, et c'est juste ça. C'est que c'est rappeler en fait qu'il y a des droits et ça c'est notre boulot et on est le seul syndicat à s'en occuper. On est le seul à s'en occuper. On a fait un document de conventionnement des remplaçants qu'on a envoyé à tous les syndicats seniors, qu'on a envoyé à la CNAM. Ne vous inquiétez pas parce que ça ne sera pas fait cette convention-là. Il n'y a aucune volonté des partenaires de faire aboutir ça. Par contre, nous, notre devoir, c'est de rappeler que les devoirs des remplaçants sont déjà remplis et que maintenant, il est temps que les droits s'appliquent, que ce soit par un conventionnement, par voie juridique ou par d'autres manières. Voilà. Merci Élise. On a parlé de pas mal de sujets, notamment des sujets difficiles. N'oubliez pas que nous avons mis en place sur ce congrès, comme d'habitude, un dispositif personne de confiance. Si vous avez besoin même de parler avec des personnes, après cette table ronde qui a abordé des sujets émotionnellement difficiles pour beaucoup d'entre nous, n'hésitez pas, ce numéro est là pour ça, il y aura des gens formés à vous écouter. Vous pouvez le faire tout de suite après. Mais, dans tous les cas, il va falloir que vous mangiez. Je vous invite donc à rejoindre l'espace partenaire où vous seront servis les lunchbox et à assister au forum du Tarn-et-Garonne parce qu'il ne faut jamais quitter Montauban. Donc ce sera au plein centre de l'espace partenaire. Et je vous remercie tous pour votre attention.